Bonjour et merci de nous suivre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos magazines. Et aujourd'hui, en partenariat avec Sport et Citoyenneté, on va s'interroger sur la place de la violence dans le sport. Quel rôle aujourd'hui le sport peut avoir pour canaliser les comportements déviants? Est-ce que la violence est plus forte, plus intensive aujourd'hui qu'il y a quelques années? Est-ce que le sport a également sa part de responsabilité? Eh bien, ce sont les interrogations auxquelles on va tenter de répondre. Et pour m'accompagner et m'éclairer sur ces thématiques, j'ai deux invités de choix. Tout d'abord, Edgar Gros-Piron, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous le savez, Edgar est le premier champion olympique de la discipline ski. Alors, dites-moi le nom exact. Ouais. Ski acrobatique, ski de boss. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes aussi le premier chef de mission pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Oui, c'est ça. Ce sera en janvier. En janvier prochain à Innsbruck. En Autriche, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et à vos côtés, un autre invité de marque, Alain Arvin-Béraud est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous accompagner. Alors vous êtes au comité scientifique Sport et Citoyenneté, mais pas seulement, puisque vous êtes aussi là pour représenter l'Institut Sport et Management. Alors, on dit l'Institut Sport et Management de Grenoble, École de Management. Voilà, de Grenoble, École de Management, qui est l'École supérieure de commerce de Grenoble. Voilà, les présentations sont faites et vous êtes là parce que vous avez aussi vos positions sur cette thématique. Tout d'abord, l'un et l'autre, comment est-ce que vous évoqueriez la question de la violence dans le sport? Quelle place aujourd'hui a-t-elle? Alain, je te laisse ouvrir le bal. Est-ce qu'elle est vraiment présente? Est-ce que c'est une réalité? Oui, la violence est une réalité qui est dans le sport, on dira même qui est congénitale au sport, hein, sans faire un exposé historique un peu fastidieux. Il faut quand même savoir qu'effectivement, les Jeux Olympiques ont été inventés, dit la tradition, il y a 2000 ans, pour mettre fin aux guerres qu'il y avait donc, entre les cités grecques. Donc effectivement, c'est un moyen, disons, de transformer la violence en un geste qui ne provoque pas ni la mort, bien évidemment, ni des blessures. Canalisant finalement les comportements. Voilà, on pourra dire, pour faire court, que ça permet de canaliser la violence. Bon, c'est une définition qui est sympathique, qui est historique, mais qui mérite d'être un peu actualisée, parce que si la violence a toujours été un peu autour du sport, dans les stades, à quelque époque que ce soit, la violence est aussi dans le sport, c'est-à-dire qu'on a un peu trop tendance aujourd'hui à faire du sport soit un sanctuaire dans lequel, une fois qu'on est rentré là-dedans, on a acquis des valeurs et on est complètement intégré, ce qui n'est pas le cas, soit un cimetière du paradis perdu, voilà. Alors qu'en fait ça n'est pas le cas non plus. Le sport vit, se nourrit avec une société qui gère plus ou moins bien ses rapports à la violence. Et qui évolue finalement avec la société, les travers de la société, c'est ce que vous nous dites. Oui, qui évolue avec les travers de la société. Et le sport, aujourd'hui, est face à un monde qui a beaucoup changé. Et effectivement, la présence, par exemple, d'Edgar Gros-Piron montre que une pratique sportive comme le ski alpin, qui a toujours sa valeur, bien évidemment, à un moment donné, s'est un peu essoufflé dans son impact vis-à-vis de la jeunesse. Et est arrivée une pratique totalement nouvelle, inédite, qu'il incarne et dont il parlera mieux que moi. Alors justement, on va lui donner la parole. Le sport bouge, Edgar, vous allez nous dire que ce qui a changé depuis 92. Oui, et puis surtout, vous, par rapport à ce que vient de dire Alain, est-ce que vous percevez aussi cette évolution et cette présence de la violence qui va un petit peu aussi être un peu comme la société? Est-ce qu'on est plus violent aujourd'hui qu'il y a 20 ans? L'impression que j'ai, c'est que hier, le sport était un exemple, faisait valeur d'exemple pour la société, et qu'aujourd'hui, on nous montre beaucoup de choses qui font que le sport est plutôt un reflet de la société. On y voit les travers et les affres un peu parce qu'il n'y a pas que la violence, il y en a d'autres aussi. Et c'est là où je trouve intéressant d'essayer de ramener le sport comme une vraie valeur d'exemple, parce que c'est une école de la vie. Il y en a beaucoup, il y en a partout, des écoles de la vie. Mais dans le sport, il y a une école qui est vraiment intéressante, parce qu'il y a des classements, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des valeurs et des principes qui sont clairement établis. Et donc, ça nous permet de nous situer. Alors, si dans le temps, effectivement, les choses ont suivi en fait, l'évolution de la société, il me semble que la violence dans le sport, c'est la violence des individus, qu'ils soient spectateurs ou athlètes, dans le sport. Et d'une certaine manière, je dirais que une violence, elle va s'exprimer quand la tension va monter. Et à écouter les parents ou les grands-parents, on a quand même le sentiment de vivre dans un monde aujourd'hui plus pressurisé,
que le monde dans lequel eux ont pu s'épanouir. Alors, et cette pression-là, elle va exacerber des comportements qui vont chercher peut-être des exutoires, et la violence peut en être un, au même titre que le sport. Alors sur cette question de la pression, est-ce que aussi les athlètes de haut niveau vivent cette pression, retranscrivent finalement un petit peu ce qu'ils en retiennent? On sait que, on le sait, on a dit qu'on n'allait pas épiloguer là-dessus, mais on a eu des exemples en football, on a eu des exemples en athlétisme. Est-ce que aussi le comportement des athlètes de haut niveau, le rôle, la responsabilité des sportifs que nos enfants regardent est importante là? Mais ce qui est intéressant avec le sport, c'est qu'il va permettre de canaliser ces comportements qui pourraient déborder s'ils n'étaient pas encadrés par des règles. Est-ce que l'image du sport, du coup, a des conséquences plus négatives? Maintenant, on ne passe pas à côté de certaines difficultés. Je veux dire, quand effectivement on voit parfois des comportements qui vont trop loin, c'est-à-dire qui dépassent, qui vont au-delà de la règle, que de ce qu'on admet, au-delà de la norme. Effectivement, on voit des choses. En plus, elles sont médiatisées. On a la loupe médiatique qui fait que ces images vont avoir un écho plus important et des retombées peut-être plus importantes aussi auprès des jeunes qui sont des millions à pratiquer le sport, je le rappelle, en France. Ce qui veut dire, Alain, que l'athlète, il est athlète sur le terrain et en dehors, et qui fait valeur d'exemple. Oui, et alors pour aller dans le sens d'Edgar, on parle de pression vis-à-vis de l'athlète, mais il y a une pression sociale sur les individus aujourd'hui dans notre société. Et donc cette pression sociale, elle s'exerce évidemment par les médias et tout, et puis à mon avis, elle est aussi difficile à canaliser parce que le modèle sportif que nous avons, nous, en France, c'est un modèle, grosso modo, on dira de service public, c'est-à-dire il suffit de demander un peu de sport comme dans un supermarché, puis on va trouver son article et tout. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. C'est-à-dire que le modèle du sport calé sur le service public, en gros gratuité et donc le modèle républicain, accessible à tous. Donc, c'est pas le modèle qui fonctionne le mieux pour les raisons qu'on sait dans une situation de crise. Et donc, il faut adapter le modèle sportif pour que cette activité individuelle et associative mène à la citoyenneté, mette du social. Alors comment, justement, est-ce qu'on manque de moyens? Est-ce que les décideurs n'ont pas conscience de l'urgence ou de la déviation peut-être du rôle du sport? On manque surtout on a trop tendance à modéliser le passé pour regarder l'avenir. En France, on n'est pas assez axé sur le présent. Einstein avait cette formule qui était très belle, qui disait quand un raisonnement intellectuel ou autre mène à l'échec, c'est pas le même raisonnement qu'on va utiliser pour trouver la solution de l'échec. Donc en gros, il faut aussi changer de regard sur le sport et imaginer une forme de contrat social sur le sport pour la pratique de base. Là, je ne parle pas évidemment des athlètes de haut niveau qui, il faut bien dire, aujourd'hui bénéficient quand même d'un accompagnement aussi bien public que privé. Et puis, bon, ce sont des professionnels, donc ils exercent une activité. Mais pour le reste de la société, indépendant de la pratique individuelle en famille. Et puis, une mobilisation des financements croisés, c'est-à-dire ne pas craindre de créer un contrat social autour d'un quartier, d'une ville dans lequel une entreprise va venir... Investir sur le sport pour pouvoir donner la chance à chacun de trouver sa place dans la société. Edgar Gros-Piron, juste vous qui avez donc été athlète de haut niveau, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit, les sponsors sont de plus en plus nombreux dans certaines disciplines, l'argent a pris place, le marketing aussi, Alain, vous nous direz ce que vous en pensez, mais est-ce que ça joue aussi à ternir l'image du sport ou au contraire, ça pourrait la rendre plus positive? Non. Enfin, de mon point de vue, ça ne vient pas ternir l'image du sport, mais elle vient ajouter une dimension supplémentaire ou une pression supplémentaire qui fait que parfois, qui va agir sur les comportements en fait. Est-ce que le fait que vous soyez un athlète de haut niveau, que vous ayez plus de moyens à disposition, que vous ayez l'entière possibilité de vous entraîner, puisque c'est vrai que le sport professionnel n'est pas accessible toujours à tous, je ne sais pas comment c'était en 92, mais est-ce qu'aujourd'hui ça peut donner moins de motivation à l'athlète de haut niveau que d'être mieux encadré financièrement? Je vais aller vraiment dans votre sens. Il me semble qu'avoir plus de moyens permet à quelqu'un de s'installer dans le confort. Pas uniquement de lui donner les moyens, mais permet aussi de s'installer dans le confort. Et plus on est dans le confort, et plus on est vulnérable
face à des adversaires qui, dans le sport, sont répartis dans la planète entière. Des grosses machines. Et oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la motivation d'un Russe, elle n'est pas la même que celle d'un Américain et elle est différente encore de celle d'un Français. Parce que l'éducation qu'on a au sport et la sensibilité est différente. Il y a des cultures. Il y a une culture de la performance aux États-Unis, il y en a une autre en Russie, il y en a encore une autre en Chine avec tout un système. Et chez nous, elle est encore différente. Donc, on est vraiment à chaque fois, on va affronter des cultures. Alors, soyons clairs, parce que le temps passe très vite et nous presse. Finalement, il est temps pour les décideurs de prendre des décisions plus concrètes, de donner plus de moyens, de rendre le sport plus accessible à tous, une vraie éducation pour le sport. D'adapter le sport à la demande contemporaine, d'adapter le sport à la réalité sociale, à la diversité de la demande, et de prendre en compte le fait qu'effectivement aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a envie du sport qu'on va pouvoir accéder gratuitement à une pratique. Donc, il faut que le mouvement sportif, qui est quand même le socle de toute la vie sportive nationale jusqu'au plus haut niveau, puisse bénéficier d'autres moyens. Et je pense que le concours des entreprises, comme l'a dit très bien Edgar, enfin, quand on a plus de moyens, on ne va pas s'en plaindre, quoi. Je veux dire, il faut plutôt profiter de cet accompagnement par les entreprises, comme c'est le cas pour les sportifs de haut niveau qui se forment avec... Parce que le sportif de haut niveau, Edgar le sait bien, intéresse l'entreprise, intéresse le milieu même salarial et tout, parce qu'il est aussi non seulement un exemple dans sa pratique, une vraie vitrine. Mais il montre, par exemple, aujourd'hui, quand on voit Teddy Riner aujourd'hui dans la presse qui est interviewé et qui dit à ses neveux et nièces, puisqu'il n'a pas encore d'enfants, ce 15e champion du monde, il dit « si tu veux, tu peux ». Bon. Donc c'est vrai que l'individu, éduqué, s'il veut, il peut. Il faut l'accompagner et accepter effectivement qu'il y ait, comme l'a dit Edgar, d'autres regards qui viennent soit des États-Unis, soit d'Angleterre, soit de nos voisins, mais qu'on écoute la demande telle qu'elle est aujourd'hui. Et qu'on n'ait pas peur de changer les choses et de faire bouger le monde du sport actuel. Alors Edgar, vous allez partir, on le disait, vous êtes d'ailleurs le chef de mission des Jeux Olympiques de la Jeunesse, vous allez donc être en Autriche bientôt. Est-ce que là-dessus aussi, vous avez travaillé par rapport au message que vous souhaitez transmettre aux jeunes ? Oui, tout à fait, parce que ça va être donc des Jeux Olympiques organisés pour des 14-18 ans. Ça sera à la fois pour nous la volonté de créer les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer durant leur compétition, mais en même temps, c'est une épreuve, un événement dans lequel il y a un programme éducation et culture qui est très très bien construit avec beaucoup d'ateliers et qui sera l'objet de favoriser le premier contact pour ces jeunes athlètes avec l'olympisme. Et notre travail à nous, ce sera de faire en sorte que l'expérience qu'ils vont vivre soit la plus inspirante possible dans leur vie et pas uniquement dans leur carrière sportive. Et donc, mon rôle en tant que chef de mission, c'est de transmettre et de commencer en fait à transmettre cette expérience que le sport m'a permis d'apprendre et donc de perpétuer comme ça la transmission des valeurs de l'olympisme. Allez, ça va être ma dernière question. Alain, juste vous qui êtes aussi au comité scientifique et qui travaillez sur la réflexion autour de ces questions-là avec Sport et Citoyenneté, passer de la réflexion à l'action, c'est possible ? Ah oui, c'est possible parce qu'on le voit chez nos amis, nos voisins européens. C'est l'intérêt aussi de Sport et Citoyenneté. On voit par exemple qu'un des problèmes qui se manifeste dans un sport très populaire qui est le football avec les supporters, on voit par exemple que le regard a changé, qu'on travaille maintenant avec les supporters. Il y a eu le livre vert du supporterisme en France, en Belgique, en Allemagne. Même les clubs s'occupent des fans, qui sont là, qui accompagnent le club, qui sont des supporters, et qui parfois ont des leaders, même charismatiques, mais qui ne les emmènent pas forcément vers les valeurs du sport. Et donc, le club sportif s'en occupe, les mobilise, les fait aussi jouer entre différents clubs de supporters. Donc il faut travailler sur tout ce qui environne ce sport aujourd'hui pour repousser la violence. Et c'est vrai qu'en Europe, y compris avec l'Union européenne, maintenant le sport a été intégré dans le traité de Lisbonne, ce qui est tout à fait nouveau. Et donc la perception de la dimension sociale du sport et sociétale fait du chemin en Europe. Et ça bouge. Merci beaucoup à tous les deux. Il me reste à vous remercier. Alors, Alain et Arvin Béraud, on vous retrouve dans les livres que vous avez écrits, dans les ouvrages, probablement bientôt sur notre plateau, je l'espère. Merci beaucoup, Edgar Gros-Piron. On fera peut-être le point avec vous après janvier, les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Merci à vous d'être connectés sur Mon Sport TV. Je vous laisse naviguer. À très bientôt.